Sociologue de formation, chargée d'études à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, et je serai pour cet après-midi à la fois l'animatrice de l'après-midi et première intervenante. Et donc Louise Geneste, chargée d'études à l'Observatoire national de la protection de l'enfance et sociologue de formation. Alors on va commencer l'après-midi par la présentation d'une enquête exploratoire qui a été menée sur les partenariats entre l'ASE et la pédopsychiatrie. En 2001, l'ONPE, en partenariat avec la faculté de Brest, et plus particulièrement M. Bronsart, notre fait du jour, a mis en place un séminaire de recherche autour de la santé mentale des enfants pris en charge par le système de protection de l'enfance. Nous avons organisé 7 séances de travail qui ont permis d'aborder des thèmes très différents autour de la présentation de recherches récentes. L'objectif de ce cycle de séminaires était de mieux connaître la population d'enfants encore peu étudiés et de penser ensemble comment améliorer leur suivi et l'amélioration des soins. Comme l'a rappelé M. Bronsart en introduction de ces séminaires et comme a pu le montrer M. Dugravier ce matin, le partenariat entre la protection de l'enfance et les services spécialisés dans la prise en charge de la santé mentale des enfants n'est pas nouveau. Néanmoins, il est difficile aujourd'hui d'en avoir une vision globale et d'avoir une perspective sur le territoire national. C'est pourquoi, dans le cadre de la préparation de ce cycle de séminaires, l'ONPE a engagé une étude exploratoire, le terme est important, auprès des directions enfance-famille pour mieux connaître les partenariats existants entre ces services sur le territoire national. Alors cette attention à la santé mentale des enfants protégés fait écho au constat dressé par le dernier rapport de la Défenseure des droits, publié fin 2021, qui avait été cité ce matin, et qui invite notamment les pouvoirs publics à faire de la pédopsychiatrie une priorité. Ce rapport rappelle également la nécessité d'interroger le travail au quotidien entre ces deux secteurs. Cette enquête fait aussi écho et témoigne de l'attention et du travail plus large qu'a engagé l'ONPE sur la question de la santé des enfants protégés, dont témoigne la publication en juillet dernier du dernier rapport au gouvernement et au Parlement. Ce dernier rapport dresse un état des lieux du droit, des connaissances disponibles et des modalités de prise en charge des besoins des enfants en santé protégés. Il présente notamment l'étude que nous allons vous présenter ici. Alors, l'enquête qui a été engagée en 2021 visait 2 objectifs. D'abord, je l'ai dit, elle avait pour ambition de dresser un premier état des lieux des partenariats existants entre les services départementaux de la protection de l'enfance et le secteur pédopsychiatrique. Elle avait ensuite pour objectif de questionner les départements sur la manière dont les services de l'ASE et de la pédopsychiatrie s'articulent et s'organisent pour suivre les enfants confiés. Dit autrement, elle visait à saisir les manières de travailler ensemble qui sont à l'œuvre sur les territoires. Donc l'ONPE a adressé un questionnaire à l'ensemble des DEF au cours de fin 2020, début 2021, et 58 départements ont répondu à l'enquête. Il est important ici donc de préciser que ces résultats ne reflètent pas de manière exhaustive l'ensemble des actions et des pratiques qui s'observent sur les territoires. Nous allons simplement rendre compte de partenariats locaux sur les 58 départements répondants et uniquement du point de vue des directeurs enfance-famille. Nous allons ici présenter donc les principaux résultats de cette enquête. Alors tout d'abord, nous avons analysé la répartition de ces partenariats finalement sur le territoire national. Donc sur cette figure, ce que vous observez, c'est que donc en 2021, les 3/4 des départements qui ont répondu, donc 44 sur 58, soulignent l'existence d'un partenariat entre les services départementaux de l'ASE et le secteur de la pédopsychiatrie. On le voit, dans 10 départements, ce partenariat il est plutôt encore à l'état de projet, et dans 4 autres, il n'existe pas de partenariat établi. Donc si l'on poursuit l'analyse de ces premiers résultats, alors, attendez, hop, en observant cette carte nationale, les départements concernés finalement apparaissent bien plus précisément. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les départements de couleur bleu foncé soulignent l'existence d'un partenariat établi entre l'ASE et la pédopsychiatrie. Les départements qui apparaissent en violet, quant à eux, rapportent un partenariat qui est plutôt à l'état de projet. En gris, ce sont les départements qui nous disent n'avoir aucun partenariat pour l'instant. Et en blanc, ce sont les départements qui n'ont pas répondu à l'enquête. Voilà. C'est bien, si vous avez des réactions, c'est plutôt bien. Donc, je rappelle, c'est que 58 départements qui ont répondu. Bon. Pour poursuivre ces premiers constats, le travail exploratoire de l'ONPE visait d'abord à identifier les objectifs. Quels sont les objectifs de ces partenariats, qu'ils soient d'ailleurs établis ou à l'état de projet?
entre les services de l'ASE et ceux de la pédopsychiatrie. Alors, à partir de la lecture d'articles, d'échanges que nous avons eus avec des professionnels sur le terrain et dans le cadre de la préparation de ce travail, nous avons prédéfini 4 objectifs qui ont été ensuite soumis aux répondants dans le questionnaire. Donc les départements pouvaient coder plusieurs objectifs qui leur paraissent prioritaires. Donc vous le voyez, ces 4 objectifs qui ont été prédéfinis, c'est à la fois l'amélioration de l'accès aux soins psychiques pour les enfants protégés, la prévention des risques psychiatriques chez les enfants confiés et surtout l'amélioration de leur évaluation, le soutien des équipes éducatives par le biais de formation, de sensibilisation sur les questions de santé mentale des enfants confiés, et enfin la prévention précoce pour réduire les prises en charge tardives. Donc comment se sont répartis finalement ces départements à partir de ces 4 objectifs? Donc ce qu'on observe, c'est que pour les départements qui disposent d'un partenariat établi, donc pour rappel, ce sont les 44 départements, et ils sont ici indiqués en bleu. Donc on voit que l'enquête met en évidence une priorité donnée aux objectifs suivants. À la fois, on voit que l'amélioration, tout en haut, de l'accès aux soins psychiques pour les enfants confiés en protection de l'enfance concerne 32 départements. Donc il s'agit de l'objectif prioritaire, si vous voulez, le plus souvent partagé au sein de cette enquête. On voit qu'ensuite la prévention des risques psychiatriques chez les enfants protégés et l'amélioration de leur évaluation concerne 18 départements. Le soutien des équipes éducatives par le biais de formation, de sensibilisation sur les questions de santé mentale des enfants confiés, ça concerne 17 départements. Et ensuite, la réduction de la prise en charge psychiatrique tardive des enfants confiés concerne 14 départements. Tout en bas, on voit que certains départements ont répondu autres, c'est-à-dire d'autres objectifs que ceux proposés par l'enquête. Donc ils sont 13 départements et on va vous en préciser quelques-uns. Pour ces 13 départements, ce qui semblait pour eux prioritaire dans ce partenariat, c'était notamment d'organiser des passerelles entre établissements, entre professionnels, de favoriser une connaissance mutuelle finalement des champs d'intervention de chacun, de favoriser finalement une culture commune. Ça, c'était prioritaire pour ces 13-là. D'autres répondants soulignent la nécessité de mieux s'articuler entre professionnels et notamment dans le cadre de situations dites complexes ou de jeunes à difficultés multiples, je reprends les mots de cette enquête, où il est précisé qu'il est d'autant plus nécessaire de faire lien pour éviter les ruptures dans le parcours de l'enfant. Alors ces objectifs font écho au dernier RAGP, donc le rapport au gouvernement et au Parlement réalisé par l'ONPE qu'on a précisé en introduction, qui met en évidence évidemment une surreprésentation des enfants confiés à l'ASE au sein des services d'hospitalisation pédopsychiatrique et où ils sont surtout adressés tardivement. Donc on comprend pourquoi ces objectifs apparaissent prioritaires. Donc ils sont adressés tardivement et souvent à l'occasion d'un état de crise. Il est également souligné des difficultés liées à la continuité des soins de santé psychique pour ces enfants et associées surtout à des modalités de prise en charge qui apparaissent multiples. Pour continuer cette enquête, on a voulu un petit peu poursuivre nos questions et on a interrogé les départements sur les dispositifs à travers lesquels s'établit ce partenariat. Quels dispositifs sont repérés? Pour la majorité des répondants, vous le voyez, pour 30 départements, dont 4 en gris, hein, vous voyez, c'est ceux qui sont à l'état de projet, eh bien, ce partenariat s'organise avec l'intersecteur de pédopsychiatrie, dont les centres hospitaliers. Pour 6 départements, vous le voyez, eh bien, il s'établit au sein d'une maison des adolescents. Et enfin, pour 8 départements, on le voit qu'ils ont répondu autres, c'est-à-dire en fait, d'autres dispositifs. Alors pour ces 8 départements qui nous répondent autres, il semblerait que finalement, ils expliquent qu'un certain nombre d'enfants confiés puissent bénéficier finalement d'une multitude de partenariats et de lieux de prise en charge. C'est-à-dire à la fois, c'est des enfants qui peuvent être suivis en intersecteur de pédopsie, en maison des adolescents, en libéral, etc. Pour ces départements, donc les 8, d'autres évoquent également le fait que ce partenariat prend la forme d'un soutien aux pratiques et surtout d'un accompagnement des professionnels de l'ASE, notamment dans le cadre de situations jugées complexes. Donc à la fois on a interrogé la forme, vous avez vu les dispositifs dans lesquels il s'établit, et ensuite on a interrogé les modalités de ce partenariat. Donc quelques résultats saillants. Ce qu'on observe, c'est que finalement un tiers des répondants précise que ce partenariat se construit au travers de liens interpersonnels. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui se connaissent, qui se repèrent et qui vont donc se dialoguer ensemble autour de la situation d'un enfant. Donc c'est des liens interpersonnels. Pour 9 départements, au contraire, ils se déploient via un réseau plutôt très formel. Par exemple, à l'occasion de réunions de travail, aussi appelées commissions de cas partagés, c'est-à-dire plusieurs professionnels du champ médico-psychosocial qui se réunissent autour de la situation d'un enfant, et puis ils vont ensemble penser collectivement la poursuite de sa prise en charge.
Donc un tiers plutôt des liens interpersonnels, 9 départements plutôt un réseau formel. Pour 5 départements, vous le voyez ici, il s'agit plutôt d'équipes mobiles. Et pour 3 départements, 2 structures spécifiques conventionnées avec l'ASE, comme c'est le cas par exemple pour l'Institut du psychotraumatisme de l'enfant et de l'adolescent, qui a été présenté ce matin par M. Speranza et Mme Dupont. Et enfin, on le voit encore, 8 départements répondent autres, c'est-à-dire d'autres modalités. Alors, qu'est-ce qu'il précise? Il précise que le secteur de la pédopsychiatrie et de l'ASE peuvent se rencontrer notamment au détour de réunions de travail thématiques, c'est-à-dire des séminaires, parfois portés par l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, l'ODPE. Donc voilà, ces départements se retrouvent finalement au détour de réunions de travail thématiques, de séminaires, de projets de recherche, où dans ces moments-là, le croisement de regard ASE-pédopsychiatrie est volontairement recherché autour de problématiques de travail qui sont communes. Un dernier résultat sur cette enquête, c'était notamment, en parlant des ODPE, donc c'est les observatoires départementaux de la protection de l'enfance, on a souhaité dans cette enquête interroger la présence de la pédopsychiatrie comme membre constitutif de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Alors, pour rappel, l'ODPE, la composition institutionnelle de l'ODPE, elle est définie par décret au regard des 5 missions qui lui sont confiées. Et à ce titre, la pédopsychiatrie fait partie de la composition qui est attendue, en tout cas, des membres constituant l'ODPE. Donc ce qu'on voit sur cette carte, c'est plutôt des résultats qui sont satisfaisants, puisque on voit les départements de couleur bleue témoignent de la présence de la pédopsychiatrie comme un membre constitutif de l'ODPE. Donc ça fait 37 sur 58 départements répondants. Donc un peu moins de 2 tiers ont déclaré avoir intégré la pédopsychiatrie comme membre constitutif et présent de leur observatoire départemental. Donc ces résultats globalement qu'on voit sur cette enquête confirment ce qu'on observe plus largement au niveau national, puisque l'ONPE réalise tous les 2 ans une enquête auprès des conseils départementaux français. On fait un état des lieux de la mise en place des ODPE en France. Et on voit que dans cet état des lieux national, le secteur de la santé est un acteur majeur au sein des ODPE. Et surtout, il occupe une place croissante, une participation qui est de plus en plus affirmée au fil des ans, avec la présence importante de l'ordre des médecins, des professionnels de santé et surtout des pédopsychiatres au sein des ODPE. Alors l'enquête qui a été réalisée permet aussi de mieux caractériser ce partenariat. Alors il apparaît d'abord que ce partenariat reste encore souvent sporadique. En effet, il a été déjà précisé, il est souvent motivé par la gestion de situations de crise en raison de la détresse psychologique ou psychiatrique de certains enfants protégés qui nécessitent des prises en charge en urgence. Je reviendrai sur le vendredi soir en urgence à 22h. Ces partenariats paraissent aussi variés dans leur forme, si l'on peut dire, dans le sens où ils sont plus ou moins formalisés. S'ils sont parfois encadrés par des conventions, plusieurs départements précisent que les liens interprofessionnels se créent, comme l'a précisé Louise, autour de la situation d'un enfant particulier, d'un cas particulier, sans que le cadre de ces échanges ne soit institutionnalisé ou sans qu'aucun document ne fixe les modalités de la collaboration entre les services. Alors, dans ces situations-là, les acteurs interrogés sont souvent demandeurs d'un cadre plus formel, pour organiser ces temps de travail, pour les pérenniser, pour les rendre plus réguliers. Mais il souligne en même temps qu'il est important de ne pas trop rigidifier le cadre de ces échanges, qui nécessitent aussi des liens flexibles et de proximité pour s'adapter au plus près de la situation des jeunes. L'équilibre, alors, à rechercher entre un cadre formel mais pas trop rigide est un véritable enjeu pour les professionnels. Il apparaît aussi dans l'enquête que les partenariats sont marqués par un certain nombre de difficultés. Ça va faire écho à des choses qui ont déjà été évoquées ce matin dans la matinée. Le travail peut être effectivement d'articulation entre les services de protection de l'enfance et ceux de la pédopsychiatrie sont entravés par un certain nombre de difficultés, donc du point de vue des DEF répondants. L'enquête montre par exemple, que les liens entre les services de l'ASE et la pédopsychiatrie sont difficiles à pérenniser, notamment parce que nous venons de le voir, les liens sont encore très souvent interpersonnels et ne sont pas encadrés. Ils se réalisent encore souvent dans le cadre de situations de crise. Ils sont aussi rendus difficiles au regard des longs délais d'attente pour accéder à des consultations pédopsychiatriques. Les répondants que nous avons interrogés déplorent plus largement une offre de soins pédopsychiatriques insuffisante, ça a été dit ce matin. Donc, outre le nombre de pédopsychiatres insuffisants, voire inexistants sur certains territoires, le nombre de lits d'hospitalisation et d'hébergement paraît trop faible.
Par ailleurs, ça a été dit aussi ce matin, l'offre de soins a été dit très contrastée selon les territoires. Donc dans l'enquête, encore une fois, certains déplorent manquer de pédopsychiatres, quand d'autres disent ne pas en avoir du tout. Le rapport du défenseur des droits que je citais en introduction décrit très bien ces difficultés dans un contexte qu'il décrit aussi très bien d'augmentation globale des besoins sur l'ensemble du territoire, la crise Covid ne faisant qu'accentuer cette tendance, mais qui s'observait déjà en amont de la crise Covid. De même, l'étude des schémas départementaux qui est proposée dans le dernier RAGP témoigne d'une autre façon de l'insuffisance et de l'inégalité des offres de soins de santé mentale sur le territoire national. Autrement dit, les partenariats ne sont pas toujours possibles ou sont parfois limités parce que l'offre de soins est souvent restreinte. Le questionnaire a aussi permis d'interroger les départements sur l'existence de dispositifs dédiés à la pédopsychiatrie, qu'ils soient ou non adossés à l'ASE. Donc, autre élément et autres résultats. 28 départements ont apporté des réponses sur cette question-là. Alors, celles-ci étaient vraiment très diverses, pas toujours précises, et ne nous a pas forcément permis de distinguer très bien les structures les unes par rapport aux autres, ni même de saisir pleinement leur inscription dans la pédopsychiatrie. Ce qu'il faut retenir néanmoins, ce que l'on a pu néanmoins dégager, c'est que ces dispositifs présentés paraissent très variés, et ce, d'un certain point de vue, et ce, sur plusieurs aspects. D'abord, ces dispositifs paraissent très variés au regard de leur public cible. D'abord, ils ciblent des enfants d'âge très différents ou ils se proposent de répondre à des types de troubles très différents. Ils peuvent être aussi différents en fonction de la durée de la prise en charge qu'ils proposent. Il y a des structures transitoires qui se proposent de faire des SAS entre deux établissements, deux autres prises en charge, et des structures qui proposent un accueil de beaucoup plus longue durée. Les équipes qui composent aussi ces dispositifs et ces structures se composent de professionnels très distincts, avec des formations très différentes selon les lieux qui ont été présentés. Par ailleurs, les modalités d'intervention sont là aussi très plurielles. On a vu des structures qui proposaient un accueil et des soins de manière ambulatoire, d'autres qui proposaient des hébergements et d'autres encore des accueils séquentiels. Enfin, le type de prise en charge de l'ASE, de même que la nature des soins proposés, sont multiples et différents selon les dispositifs qui ont été évoqués. Alors, si on ne peut pas tous les citer, nous avons décidé d'en évoquer quelques-uns à titre d'exemple, en parlant notamment de l'existence de services d'accueil familial thérapeutique dans plusieurs départements, que l'on avait pu présenter également dans le cadre des séminaires de recherche que l'on avait organisés. L'existence également de maisons d'enfants à caractère social, donc des MEX dédiées aux situations complexes, ou qui font intervenir des équipes mobiles soignants au sein de leur établissement. On peut aussi évoquer des maisons des adolescents qui disposent d'un hébergement thérapeutique ou qui, là aussi, ont des partenariats avec des équipes mobiles de pédopsychiatrie. Enfin, dans le cadre de cette enquête, nous avons souhaité demander aux DEF s'ils avaient connaissance de travaux de recherche menés sur leur département sur la question et la thématique de la santé mentale des enfants protégés. Alors, parmi les répondants, 8 départements ont déclaré avoir participé ou être projetés de s'associer à des études et à des recherches sur leur département. Donc, nous avons repris quelques exemples dans la slide qui témoignent donc de l'intérêt porté à cette thématique. Alors, évidemment, ce recensement n'est pas exhaustif. On n'en propose là que 3 exemples sur les quelques-uns qu'on a recensés et qui sont là, encore une fois, pas exhaustifs. Mais ils témoignent néanmoins de la volonté d'améliorer les connaissances sur la santé mentale des enfants protégés et l'implication des départements pour cela. La recherche participe à la mise en lumière des pratiques de soins et d'accompagnement prometteuses en analysant les effets et les conditions de réussite. Nous pouvons donc encourager, bien entendu, le développement des travaux de recherche rigoureux en ce sens et que l'ONPE s'efforce de relayer, de porter, de soutenir parfois financièrement également. En conclusion de cette enquête, nous pouvons dire que cette enquête exploratoire met en perspective 4 points d'attention qui nous paraissent essentiels et qui font encore une fois écho à des éléments qui ont déjà été évoqués ce matin. D'abord, les résultats de l'enquête exploratoire soulignent en creux la nécessité de poursuivre l'analyse des relations entre les secteurs de la pédopsychiatrie et les services de l'aide sociale à l'enfance qui font encore l'objet d'une connaissance trop partielle. Ce travail témoigne de la nécessité de développer des études et des recherches inscrites dans des disciplines plurielles.
On pense évidemment médecine, mais sciences humaines et sociales. Effectivement, on n'a pas laissé de place à la sociologie aujourd'hui, par exemple, mais aussi dans le droit, etc. Il est aussi important de développer des nouvelles recherches qui doivent pouvoir permettre de mieux rendre compte du point de vue de tous les professionnels de santé et de tous les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et de la santé. Je ne sais plus du coup dans quel sens je l'ai dit. Donc, en tout cas, de tous les professionnels qui font parfois défaut, et notamment dans l'enquête ici. Ensuite, l'enquête rend compte des besoins des professionnels de mieux travailler ensemble et au-delà des situations d'urgence qui sont très souvent évoquées. Ils expriment le besoin de renforcer les partenariats en les formalisant davantage, donc rappelant qu'ils sont souvent encore sur des relations interpersonnelles, mais néanmoins en insistant sur le fait qu'il ne faut pas proposer un cadre trop strict pour garder la flexibilité des échanges. Troisième constat et idée à retenir, les professionnels qui ont répondu à l'enquête pointent la nécessité d'avoir une attention particulière à la prévention, au repérage des troubles et au développement des soins précoces, qui apparaissent donc comme des enjeux particulièrement importants pour tous. Enfin, l'interconnaissance et le développement d'une culture commune, je crois que le terme a été déjà repris ce matin, apparaissent comme des supports précieux pour développer l'articulation des professionnels entre les professionnels de l'ASE et de la pédopsychiatrie. C'était bien un des sens et une des ambitions de la journée que nous avons organisée aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Attendez, on va vous présenter. Alors, dans le cadre de la préparation de cette journée et dans la poursuite de ces échanges tout au long de la journée, il nous a semblé essentiel à nous, organisateurs, co-organisateurs, aux deux organisateurs, de donner directement la parole à des jeunes adultes anciennement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il nous semblait difficilement envisageable de parler tout au long de la journée de ces enfants, de ces jeunes en devenir, de ces adultes en devenir, sans leur donner directement une place dans le programme. C'est pourquoi nous avons organisé une table ronde, cette table ronde à venir, avec l'objectif de donner la parole à plusieurs jeunes adultes pour venir témoigner non pas de leur histoire personnelle et de leur parcours spécifique, mais pour rendre compte de réflexions qu'ils ont pu construire et avoir autour des besoins en soins pédopsychiatriques des enfants suivis en protection de l'enfance. Donc leur intervention va aussi permettre de penser collectivement une meilleure coordination des services de l'ASE et de la pédopsychiatrie. Et puis plus largement, cette table ronde vient aussi poser la question, mais quel regard portent ces jeunes adultes sur ces thématiques et ces enjeux? Donc cette table ronde sera animée par Noélie Crével-Dinger, qui est juste devant, qui est psychologue au conseil départemental des Pyrénées-Orientales et par ailleurs animatrice du conseil des jeunes de la protection de l'enfance sur son département, que nous remercions grandement pour la qualité de son travail et la richesse du travail qu'elle a réalisé avec ces jeunes. Nous accueillons donc Cassie Pandelet, Enzo Geblaoui et Maxime Grout, que nous remercions infiniment pour leur investissement dans cette table ronde. Bonjour à tous. Il y a un peu de trac de ce côté-ci. Noélie, je me présente déjà et puis ils vont se présenter aussi, bien sûr. Noélie Crével-Dinger, donc je suis psychologue, mais ici je suis plutôt sur ma partie, je suis en charge de démarches participatives à la direction des solidarités au conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Voilà. Et donc, tu trouves? Bon, vous m'entendez bien? Oui. Les jeunes donc, qui sont ici viennent de différentes parties de France, comme vous allez le voir. Et ce que je tenais à dire avant qu'ils interviennent, c'est vous expliquer qu'ils ont préparé ensemble cette intervention, même s'ils ne se connaissaient pas forcément. Et
Donc ils vous ont préparé une intervention et à la fin, ils vous ont aussi préparé des questions. Alors, ce que je trouve extraordinaire déjà dans ce qu'ils vont vous présenter, je vous le dis tout de suite, comme ça ce sera fait, c'est que leur travail rejoint d'autres travaux, d'autres jeunes sur le même thème. Je trouve ça remarquable parce que pour moi, ça veut dire que tous les trois, ils ont une double légitimité. Ils ont une première légitimité qui est issue de leur expérience, de la protection de l'enfance, et une deuxième légitimité qui est issue de leur groupe de pairs qu'ils viennent représenter. Ce qu'ils vont vous présenter, ce sont vraiment des éléments de connaissance pour nous les professionnels. Et je pense sincèrement que nous avons beaucoup à apprendre de ce qu'ils disent. Voilà, bonne écoute à vous. Bonjour, je m'appelle Enzo Geblaoui et je suis membre du comité des jeunes de Perpignan, Pyrénées-Orientales. Bonjour, je m'appelle Cassie, j'ai 21 ans et je suis membre de l'association ADEPAP de Perpignan. Bonjour Maxime, jeune français du département 37 qui a pour but de créer une association ADEPAP sur le département. Nous avons pensé à ce que c'était la santé mentale pour nous. Donc, la santé mentale, c'est d'abord pour nous le bien-être. Dans la tête des enfants, les sentiments éprouvés, que ce soit joie, colère, ils sont importants. On ne peut pas toujours être joyeux parce que c'est pas la vie. Il faut pouvoir tout éprouver comme sentiment. Il faut nous laisser les éprouver. En ce sens, la psychologie pour nous, c'est comment aider les enfants à exprimer et gérer les émotions et les besoins. Pour cela, l'importance de la santé, c'est aussi l'accompagnement des personnes autour de l'enfant, tant bien son entourage que les professionnels. Pour nous, il s'agit autant de la famille, des connaissances, des amis, mais aussi de tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde informatique, les réseaux sociaux. Ce sont l'ensemble des personnes en qui l'enfant a confiance. Le bien-être, c'est donc aussi tout ce qui gravite autour de l'enfant. Pour être bien, il faut avoir confiance. Confiance aux personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, la confiance est au centre. Il faut donc apprendre aux enfants à bien s'entourer. Car ce n'est pas toujours facile pour nous, les jeunes. Alors nous nous retrouvons dans une grande solitude, ce qui entraîne de la souffrance. Le lieu de vie de l'enfant va impacter grandement sur la santé mentale de l'enfant. Nous avons voulu vous parler aujourd'hui de 3 points importants pour nous, concernant le bien-être, la confiance, mais aussi sur les différents points, les loisirs et la question des psychologues et des psychiatres. La confiance entre le jeune et les professionnels. La confiance peut être bloquée. Nous avons réfléchi à 2 éléments qui bloquent la confiance. Tout d'abord, il y a un fossé entre le jeune et le professionnel. Cela crée un blocage. On se dit que les professionnels est un adulte et qu'ils ne peuvent pas en fait se mettre à notre place. Et l'écart d'âge. Il y a des incompréhensions. Les jeunes professionnels ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre le point de vue du jeune. Il n'y a pas de dialogue. Le professionnel n'arrive pas à comprendre l'enfant et du coup l'enfant ne se sent pas en confiance. Souvent, il n'y a pas d'affinité affective entre le jeune et le professionnel. La proposition que nous faisons, que le professionnel cherche à comprendre le jeune en cherchant des renseignements sur ce qui se passe et qu'il fasse des points infos. Par exemple, un enfant de 16 ans qui goûte à l'alcool, les professionnels ne vont pas essayer de comprendre la situation, ils vont être directement dans l'interdiction parce qu'il est mineur. Mais au lieu de punir l'enfant, il vaudrait mieux lui expliquer pourquoi c'est interdit, se renseigner sur le sujet et ensuite faire un point info pour tous les jeunes ou individuellement sur ce sujet. Dans un second temps, on a évoqué le problème entre les professionnels dans l'équipe, notamment dans les réunions, dans les dossiers, où notamment des informations peuvent fuiter. Parfois, les professionnels disent des choses en réunion ou dans les dossiers
qui peuvent paraître négatifs. Dans cela, je comprends les jugements et les dossiers qui peuvent être à destination des enfants après la majorité. L'enfant va entendre des choses. Il arrive qu'un professionnel le dise aux jeunes, mais aussi, c'est une information que le jeune a dit à un professionnel et il ne savait pas que cette information a été répétée. Les professionnels parlent entre eux, de nous, toute la journée, sans que l'on sache ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des conditions à la confiance, sinon la confiance peut être brisée. La proposition que nous faisons est la suivante. Il faut réfléchir à la question de la transmission et de la protection de l'information. Il faut que le professionnel se pose des questions sur le secret professionnel et du consentement de l'enfant. Que le professionnel demande à l'enfant « Est-ce que je peux parler de ça ?» et qu'il lui explique le but et pourquoi il veut le faire. Pourquoi? Quelle est l'importance? L'enfant doit être au centre de l'information quand il est concerné pour ne pas être les exclus. Cela fait partie du soin, l'enfant doit être au centre. Nous avons réfléchi aussi à ce qui facilite la confiance. Par exemple, quand le professionnel connaît le milieu du jeune, il peut mieux la comprendre. Des anciens placés comprennent parce qu'ils ont vécu la même situation. Cela peut jouer et peut avoir une grande différence. C'est important aussi que dans l'accompagnement se fasse dans l'écoute et la compréhension. Écouter le jeune, écouter l'enfant dans tout ce qu'il a à dire, de son début de parcours à la fin. Comprendre ce qu'il dit, comprendre les besoins, mais aussi ce qu'il ressent. Dans tout cela, les professionnels peuvent faire des recherches, car on ne sait pas tout, on apprend tous les jours. Il faut prendre en compte et comprendre dans quelle société et cadre de vie se trouvent l'enfant et le jeune. Enfin, il y a les émotions humaines. Les éducateurs sont formés à être éducateurs, mais il y en a qui lisent nos sentiments. Ils mettent des émotions dans notre accompagnement, cela les rend humains. Ils ne sont pas juste là pour faire leur travail et gagner leur vie. Les jeunes, eux, sont au foyer pour vivre et certains pour survivre. L'émotion du professionnel est importante parce qu'ils sont un peu comme une deuxième famille pour le jeune. Qu'ils s'inquiètent pour nous, c'est important. De plus, les professionnels sont formés sur la distance professionnelle. Les éducateurs apprennent qu'il faut se décaler des émotions, mais il faut savoir que les enfants lisent beaucoup les émotions. Ils comprennent le monde avec les émotions. C'est ça à qui fait qu'on est des humains. Si en face on a une moitié d'humain qui ne lit pas nos émotions, cela peut poser des problèmes. En formation, on n'apprend pas d'être à la fois professionnel et d'être dans la peau d'un être humain. Des fois, les professionnels apprennent sur le tas, sont plus dans les émotions, ils sont plus dans les émotions, et nous, des fois, je comprends pas. Des fois, les professionnels qui apprennent sur le tas sont plus dans l'émotion et nous comprennent mieux que les éducateurs qui sortent de l'école, mais ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés et ils ne savent pas gérer des situations compliquées.
Ils n'ont pas les techniques que l'on apprend en formation. Dans la formation, on apprend la distance par l'exemple. Quand il y a un problème avec un éducateur, va d'abord appeler la gendarmerie au lieu de comprendre la situation. Pour les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, il faut des formations, être suivis et soutenus. Si les professionnels ont moins de ressources de la santé mentale, les enfants est impacté, cela a des impacts dans les deux sens. S'il n'y a pas de formation prévue par les directeurs, il y a un impact sur les professionnels et donc sur le jeune. Dans l'autre sens, s'il y a un impact sur le jeune, alors il y aura un impact sur le professionnel. Mise en difficulté sur le terrain. Peu de ressources à la disposition et il y aura un impact sur les directeurs. Charge de travail pleine des professionnels, potentiellement des plaintes de l'entourage et problèmes à résoudre. La possibilité, alors là c'est une proposition, la possibilité que les jeunes puissent être entendus ou interviennent dans la formation des professionnels de la protection de l'enfant. Là, on va parler des loisirs. Donc, c'est une grande aide pour la santé mentale. Cela nous donne corps et âme. Il faut accompagner le jeune à trouver le loisir propre qui lui permet de s'exprimer. Un jeune qui a un loisir va être totalement différent d'un autre qui n'en a pas. Cela permet la socialisation, d'avoir des repères, des personnes de confiance en dehors de la protection de l'enfance ou de la famille. Cela évite la solitude dont on a parlé au début. Il y a aussi les associations d'anciens jeunes de la protection de l'enfance. Elles sont importantes. Elles peuvent aider les jeunes et les professionnels à se parler. Elles peuvent organiser des journées détente, lambda, hors placement. Il est plus facile de parler à des jeunes à des personnes qui ont vécu un placement et sont aptes à en parler et à donner des conseils. Dans une association, nous sommes tous sur un pied d'égalité. Les bénévoles peuvent aussi mettre les jeunes en relation avec d'autres réseaux pour les aider dans leurs projets. Ces associations ne sont pas assez connues. Leur message, c'est « On a été placés nous aussi, on va avancer, on va vous accompagner vers une vie normale ». Il n'y a pas de jugement, c'est de l'espoir en fait. Maintenant, nous allons aborder la partie des psychologues et des psychiatres. J'y suis pas là. J'ai bien vu mon plan. Oui, il y a eu un décalage de feuilles. Dans l'impression, il y a eu un décalage des pages. On se réorganise et on vous dit. Aujourd'hui, lors de nos réunions, on a dit que les psys étaient au second plan. Car dans un premier temps, il y a les professionnels de proximité. Cependant, leur rôle est important. Le jeune n'a pas souvent la possibilité de choisir son psy. S'il n'y a pas de confiance, il y aura un mauvais suivi qui fera empirer sa situation et donc impactera sa santé. Surtout qu'il y a des bons et des mauvais psys selon le jeune
et la situation concernée. Un mauvais suivi, c'est quand il n'y a pas de confiance. Quand le psy parle à d'autres professionnels de ce qui s'est dit lors de l'entretien avec le jeune. On devrait pouvoir parler de tout sans que ça sorte de la pièce. Quand le psy fait partie du service de placement, c'est plus dur de se confier. Il est plus facile de se confier à un psy en dehors du service et qui ne soit pas imposé. Les jeunes peuvent avoir du mal à dire des choses si le psy fait partie du service. En effet, s'il y a un problème avec un éducateur ou un professionnel de proximité, comment le dire si le psy fait partie du service? Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Le psychologue n'est pas soumis au secret total. Il doit parler en cas de nécessité. Cependant, qui évalue cette nécessité quand cela concerne l'histoire du jeune? Les propositions que nous faisons. Mettre en place des moyens pour que le jeune puisse garder son psy, même s'il y a un déplacement géographique de l'enfant concerné ou du psychologue. Aujourd'hui, avec la crise Covid, on a pu voir que différentes situations peuvent mettre en place, notamment la visioconférence. La relation est importante s'il y a un lien de confiance. Il y a eu des choses confiées. Le jeune est déjà coupé de sa famille, de sa fratrie, et cela rompt encore un lien. Cela a donc un impact important pour le jeune. Ce serait bien aussi que le psy puisse expliquer au jeune quelle est la nécessité de parler à d'autres de ce qui est dit dans l'entretien. Concernant les psychiatres. Concernant les psychiatres, on voudrait dire que la solution n'est pas de donner plein de cachets, il doit exister d'autres moyens de soigner un enfant. Quand un jeune fait une crise parce qu'il est en souffrance, aujourd'hui, les professionnels le bloquent au sol. On résout une violence par une autre violence. Il faut peut-être parler au jeune de ce qui lui plaît. Il faut connaître ce que aime un jeune, le connaître dans son quotidien, essayer de le comprendre. Par exemple, en cas de crise, aller avec lui taper dans un ballon. Un jeune n'a pas besoin qu'on lui rajoute une violence supplémentaire à ce qu'il vit déjà. Question à poser au public. Voilà la fin de leur intervention. Bon, maintenant, ça va être à vous de travailler. Ils vont vous poser des questions. Donc, a priori, ils en ont plein, mais je ne sais pas combien de temps il reste, mais pour l'instant, ils vous en posent 3. On va voir après si on a le temps, mais 30 minutes. Bon, je pense que 3, ça va être pas mal. Je voulais me permettre de rajouter une phrase que j'ai oubliée. Aujourd'hui, chaque jeune est différent. Certains vont préférer parler à un groupe, certains vont préférer parler individuellement. Le suivi est individuel. En fonction du jeune, l'enfant est au centre. Pour la première question.
Est-ce que des moyens sont mis à disposition pour évaluer le travail des professionnels sur le terrain après embauche, chaque semestre, trimestre, année? L'idée de cette question est que ceux qui ne se sentent pas bien dans leur fonction puissent avoir la possibilité de bouger. Ou alors, trouver une formation pour obtenir des compétences supplémentaires. Pour répéter la question, est-ce que des moyens sont mis à disposition pour évaluer le travail des professionnels sur le terrain et après l'embauche, semestre, trimestre, année? À vous. On vous a invité et on répond. Alors, je ne veux pas priver d'autres de compléter ma réponse. Donc, je suis Fleur Capelier, je suis la directrice de l'Observatoire. Merci déjà pour l'ensemble de votre discours, de cet écrit qui, je pense, sera très utile. On va faire des actes après et je pense qu'il faut qu'on puisse vous aider à porter cette parole-là aussi loin qu'on le pourra les uns et les autres. On disait qu'on porterait les conclusions de la journée et il y a beaucoup de propositions qui croisent les échanges qu'on a eus ce matin. Et donc, merci encore. C'est une question un peu difficile et en même temps très vraie, c'est-à-dire qu'on voit bien, on a discuté aussi beaucoup ce matin et on voit bien dans vos échanges l'importance de la confiance, l'importance du bien-être et qui se traduit aussi au quotidien et l'importance aussi que vous soyez investis par des gens qui croient en vous, qui s'occupent de vous et qui se préoccupent de vous. Et inversement, et vous avez parlé avec des mots bien mieux choisis que les miens de l'affection, de la relation, des possibilités de faire ce qui vous plaît et d'être assuré et sécurisé dans ce que vous proposez. Il y a plusieurs questions du coup, mais et puis peut-être que des directeurs enfance-famille pourront me compléter sur ce qu'on peut ou non mettre en place. En tout cas, dans la loi, il y a un certain nombre de contrôles qui sont précisés là par la loi de février 2022, mais il y a une vraie difficulté à les mettre en place, avec des vraies difficultés de remontée des informations. Et puis il y a une question aussi autour de la qualification des professionnels, comme vous le savez, dans les établissements et services, qui est liée aussi à une question autre qu'on a pu discuter avec des collectifs associatifs de différentes associations qui gèrent des établissements sur la question du recrutement des professionnels aujourd'hui et de comment rendre attractif ce métier. Pour qu'en effet les gens qui viennent y travailler le fassent vraiment par vocation et par ambition au quotidien. Donc je pense que derrière la tournure de la question, et vous y répondez déjà très bien sur pourquoi c'est important de le faire et sûrement de le faire plus, il y a aussi le besoin qu'on agisse ensemble pour voir comment c'est possible. Il y a l'idée là d'un fichier pour avoir des contrôles beaucoup plus systématiques de la part des départements et des associations. Créer un fichier comme ça implique des moyens importants, ça implique aussi des circuits pour que les données qui soient échangées le soient de manière très réactive. Et puis ça implique aussi la question de la réponse qu'on donne. Et là, il y a peut-être un travail croisé à mener entre l'ensemble des professionnels pour que, y compris quand on identifie qu'un professionnel dans un établissement ne se sent pas bien, comment on peut l'accompagner et quel type d'accompagnement on peut développer pour que ça n'ait pas d'impact sur la qualité des accompagnements qui sont proposés. Mais je laisse qui veut continuer. Ouais, je veux bien répondre, en tout cas, Anne-Véronique Glosshorn. Du coup, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, chez nous, ça, c'est très organisé. Moi, je suis rentrée à la PJJ à 20 ans. Ça a toujours été très organisé, le contrôle, en tout cas, de l'évolution d'un éducateur à la PJJ sur sa carrière. Moi, je travaille en milieu ouvert, donc mon responsable d'unité éducative fait des points-mesures très régulièrement sur les jeunes que je suis. Mais j'ai un entretien annuel d'évaluation avec effectivement où je rencontre des formations que j'ai pu faire durant l'année. Et à l'issue de cet entretien, ma hiérarchie, du coup mon responsable d'unité éducative,
peut me proposer des formations s'il estime effectivement que j'ai des carences ou des faiblesses dans la prise en charge des jeunes. Il peut me proposer des formations et moi je peux aussi du coup demander à réaliser un certain nombre de formations. Donc c'est vrai que chez nous le suivi effectivement est annuel, hein. Chaque année on doit faire le point, dire effectivement si on se sent bien dans notre travail, qu'est-ce qu'on estime avoir fait de bien dans l'année, qu'est-ce qu'on estime avoir fait de moins bien, où on a été en difficulté aussi avec les mineurs. Donc voilà, il y a quand même, en tout cas à la PJJ, moi ça fait 31 ans que je suis à la PJJ, je pense qu'il y a réellement quand même une évaluation qui est faite de nos motivations à faire ce métier. Donc moi, je suis Sabine Lemoulec, je suis chef de service dans une maison d'enfants à caractère social. Merci beaucoup pour votre retour. Moi, je vais aussi faire... À quel endroit vous êtes ? Je suis dans l'Oise. Pardon ? Donc, pour répondre pour ce qui est des MEX, en fait, il y a, comme à la PJJ, des entretiens annuels avec les professionnels et les chefs de service aussi d'ailleurs, puisque nous avons aussi des entretiens annuels pour évaluer effectivement la façon dont les choses se sont passées pour nous tout au long de cette année-là, comment on s'est projeté, comment on a travaillé, quelles sont les choses qu'on a bien faites, moins bien faites, qu'on pourrait faire évoluer. Il y a aussi tous les 2 ans des entretiens qui sont plus liés à la formation complémentaire. On se projette du coup sur des formations individuelles. Et il y a en général des plans de formation aussi qui sont des formations collectives et qui sont dédiées à tous les professionnels, y compris les services généraux, qui ouvrent les professionnels sur des thématiques ou sur des formations plus concrètes par exemple sur les premiers secours ou des choses comme ça. Donc il y a aussi des formations sur site et à l'extérieur du site. Voilà. On peut sans doute faire mieux, hein, mais... Ici, madame ? Il y a peut-être quelqu'un devant avant moi, je ne sais pas. Donc Amélie Fromentin. Je suis directrice enfance-famille dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. La première partie de ma réponse, ça rejoignait ce qui vient d'être dit, donc tout ce qui est entretien professionnel annuel des professionnels avec leur chef de service, leur responsable. Mais du coup, pour mieux vous répondre, je peux vous poser une question ? Est-ce que c'est à ça que vous pensez, ou est-ce que dans votre question, si j'ai bien écouté, vous avez dit, est-ce que des moyens sont mis à disposition pour évaluer le travail des professionnels ? Est-ce que vous pensiez aussi dans le suivi qui est fait, par exemple, une mesure de placement, voilà, une mesure d'accompagnement à domicile, est-ce que le ou les professionnels arrivent à atteindre l'objectif, en fait ? Ou est-ce qu'il y avait, par exemple, est-ce que quelqu'un s'assure que ça se passe bien avec nous, etc. Est-ce qu'il y avait ça aussi dans votre question ? Eh bien... C'est aussi la vie du jeune. En fait, la question, elle est un peu compliquée quand même. Je confirme. Parce que on parle aussi de la vie du jeune, parce que certains jeunes peuvent se sentir mal pris en charge par les professionnels, et souvent, ils se remettent en question de savoir si c'est eux le problème ou si c'est le professionnel qui est le problème. Et on ne pose pas la question aux jeunes. Donc en fait, il n'y a que les professionnels qui sont, les supérieurs hiérarchiques qui vont du coup demander aux professionnels si eux se sentent à leur place ou s'ils se sentent bien, mais pas au niveau des jeunes, si les jeunes ont un souci avec un certain professionnel. Merci. Du coup, je vais vous répondre, mais je vous laisse préciser encore. Je compléterai par, durant toute l'intervention, on a parlé du consentement et de l'enfant est au centre du projet. De son projet et de sa vie. C'est pas qu'une question que ce soit le directeur qui fasse une évaluation, mais qu'il y ait un retour collectif. Est-ce que
Est-ce qu'un directeur qui est dans son bureau peut évaluer correctement un travail du professionnel qui est sur le terrain? Alors, merci. Ouais. Du coup, je vais vous apporter juste un élément. Il me semblait bien qu'il y avait tout ça dans votre question. Donc moi, je suis directrice enfance-famille et alors du coup, je vais vous rassurer là-dessus, c'est pas moi qui évalue les éducateurs et d'autres professionnels, mais notamment les éducateurs qui travaillent sur le terrain. Moi, ce que je pense en tant que directrice enfance-famille, c'est qu'on ne sait pas bien faire ça, ce dont vous venez de parler. Vous demandez votre avis, comment on pourrait organiser la notion d'évaluation, comment même d'ailleurs on pourrait construire ensemble ce qui fait qu'à un moment on déciderait par exemple de changer de référent éducatif ou pas. Ça se fait, hein, les changements de référent éducatif, mais je pense qu'on ne sait pas encore bien faire ça. Il me semble qu'on en est au moment où on a, je parle des départements et des services qui agissent en protection de l'enfance, on en est à un moment où on a envie de savoir mieux le faire. Moi, en tout cas, je pense qu'on ne sait pas encore bien faire ça. Donc, les éléments de réponse, c'est que, en tout cas, sur le 22, je sais que d'autres collègues le font aussi ailleurs, c'est qu'on commence à proposer en fait à des jeunes et des parents, ensemble ou pas, d'intervenir dans nos décisions. Par exemple, je donne un exemple concret. Par exemple, quand on veut créer un nouveau service, on a commencé à inviter des jeunes placés ou anciennement placés, confiés ou suivis à domicile, dans les commissions de sélection pour créer ces nouveaux services. C'est pas tout à fait sur la pratique quotidienne, mais c'est un exemple. Et autrement, il est possible aussi, de la manière que les professionnels peuvent aller voir leur chef de service ou leur conseiller technique de proximité, je ne rentre pas dans le jargon, mais enfin des professionnels qui les aident sur leur pratique, les jeunes et les parents, au moins en théorie, ont tout à fait la possibilité de demander un rendez-vous avec le responsable hiérarchique pour dire, voilà, là il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas. Mais je pense qu'on ne sait pas encore assez bien le faire, en fait, pour être tout à fait modeste et réaliste. Juste un tout petit mot, mais pour abonder dans ce sens-là, j'entendais dans votre question que vous pourriez être associé à l'évaluation, ce qui vient d'être dit par un collègue d'un département. Comment faire pour associer des jeunes à l'appréciation de ce qui va, de ce qui ne va pas? Pas uniquement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan personnel. Et l'expérience montre, et votre propos d'aujourd'hui montre que c'est extrêmement précieux de vous entendre. Donc, vraiment un grand merci, un grand merci. Moi, je voudrais juste revenir, c'est que nous, les jeunes, on a du mal à parler et aller voir un professionnel et dire, bon ben voilà, on a un problème avec le professionnel. Souvent, nous, par derrière, on a une réflexion, on se remet beaucoup en question et ça nous impacte énormément parce qu'on se dévalorise alors qu'on ne devrait même pas, en fait. Je souhaiterais rebondir, moi, parce que je trouvais que le mur de réponse des procédures qu'on vous renvoyait était vraiment montrer le décalage par rapport à votre question. On a un vrai problème, il faut le dire, pour s'excuser quand on a fait une erreur, douter de ce qu'on vous assène. Et je trouve que l'évaluation, on pourrait mettre des procédures dans le recrutement et tout ça, mais déjà dans le quotidien, on a un problème et il faut qu'on travaille là-dessus, sur arriver à écouter, à dire peut-être je me suis trompé, qu'est-ce que t'en penses ? Réparer le lien au quotidien ensemble, finalement, co-construire, réparer le lien, disait le professeur Speranza. Je crois que ça, c'est un truc, on a un problème avec ça et il faut nous aider. Merci pour vos réponses. Merci à tous. Non, on va passer à l'autre parce qu'ils en ont plein. Excusez-nous. Déjà, je les ai obligés à se restreindre. Alors, est-ce que tous les professionnels sont formés à gérer les jeunes en situation extrême? Oh, oui, ouais, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Et la troisième question, c'est comment mettez-vous en place un partenariat associatif qui favoriserait le loisir du jeune? Trouvez-vous cela utile? Et est-ce que le partenariat est assez poussé actuellement? Ça en fait 3 dans une. Ouais. Vas-y, répète. Donc, comment mettez-vous en place un partenariat associatif
qui favoriserait le loisir du jeune. Trouvez-vous cela utile et est-ce que le partenariat est assez poussé actuellement ? Anissa Hugoué, je suis directrice d'une maison d'enfants et d'un service d'accueil d'urgence dans le Val d'Oise. Moi, j'ai envie de répondre que non, surtout pas. Pas en tout cas au niveau aide sociale à l'enfance et conseils départementaux, parce que ce qu'on défend, c'est la vie la plus ordinaire possible pour des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, et que du coup, le partenariat, s'il doit avoir lieu, il doit être au niveau des maisons d'enfants. Et pas au niveau départemental pour justement éviter un espèce d'entre-soi d'enfants placés, une stigmatisation. Pour accéder au terrain de basket, il faut passer par le circuit aide sociale à l'enfance. L'idée, c'est quand même d'avoir la vie la plus ordinaire possible. Et donc, quand vous voulez faire de l'équitation ou du foot, c'est dans le club à côté de chez vous. Et c'est pas dans le club avec lequel l'aide sociale à l'enfance a créé un partenariat qui vous a identifié comme des enfants placés. Je pense que c'est important. Alors, juste pour la question d'avant, on a tous dit non très vite. Alors, non, effectivement, ils ne sont pas formés. Et en même temps, heureusement, parce que je suis toujours très inquiète du risque des formations problème A, réponse B. Vous êtes tous des sujets à part entière, avec des difficultés qui vous sont propres, des parcours de vie individuels qui ne traduisent que ce que vous êtes vous individuellement. Et le danger de ce type de formation à la gestion des situations extrêmes, j'en ai refusé une il y a 15 jours dans mon établissement, c'est qu'on forme des professionnels déjà pas souvent hyper qualifiés pour les métiers qu'on leur fait occuper, à des méthodologies de réponse à des jeunes, comme si vous n'étiez qu'un lot d'individus et pas des individualités. C'est bien de former, mais il faut toujours être très vigilant au contenu de la formation. Donc, pour moi, il n'y a jamais de réponse type à une situation extrême, pour reprendre le terme. Alors peut-être il faut que vous disiez ça autrement, parce que c'est pas assez clair. Ah bon ? Oui, vous savez pas, mais vous employez beaucoup de termes techniques. Alors concrètement, surtout pas de formation de base pour tous les éducateurs. Voilà ce qu'on fait quand il y a un jeune qui tape, il faut répondre comme ça. Voilà, surtout pas. Je ne sais pas si là c'est simple, parce que sinon ce serait considéré que vous êtes tous des moutons et qu'on peut tous vous prendre en charge de la même manière. Je trouve que ce serait dangereux. C'est clair ? Merci, c'est plus clair. Merci. Moi, je suis médecin protection de l'enfance en Bretagne, ici. Et pour les loisirs, on a une idée, mais peut-être que c'était pas la bonne idée. Mais comme le département a aussi des actions au niveau de la culture, on voudrait mettre en lien des compagnies artistiques avec des enfants confiés. On l'a fait auprès d'enfants d'assistants familiaux. On l'a fait auprès des assistants familiaux avec la création d'un livre pour expliquer aux enfants accueillis tout petits comment ça va se passer l'accueil, etc. Mais on ne l'a pas fait vraiment directement auprès des enfants confiés. Alors il y a plein d'actions de mecs qui travaillent avec des compagnies artistiques qui ont des projets. Mais là, on a le projet d'améliorer en tout cas le rapprochement entre des artistes et des enfants accueillis. Je crois que la PJJ fait ça aussi. Je me permets, et vous me dites si je me trompe, vous savez le dire, je compte sur vous. Je crois avoir compris qu'il y a vraiment un lien entre les loisirs, quels qu'ils soient, le sport, les sorties, l'art, la musique, tout l'ensemble des loisirs qu'il peut y avoir. Il y a vraiment un lien entre ça et l'expression de soi, l'expression des émotions, l'expression des sensations physiques, des sensations mentales. Et c'est un peu de ça dont il s'agit, voilà. Plus que de passer du bon temps. Et je peux... oui, pardon. Juste pour compléter, Noélie, on parle du jeune, mais on ne parle pas forcément des jeunes de protection de l'enfance entre eux. On parle bien de mixité sociale et de ne pas dire les jeunes de la protection sociale entre eux. Et on parle de créer un projet associatif ou de promouvoir des associations
pour que le jeune puisse s'enrichir, se développer et avoir d'autres pairs? Donc, Sébastien Guillain, je suis responsable territorial de l'aide sociale à l'enfance sur 2 missions particulières, le placement d'urgence, donc les OPP, avant évaluation, et missionné sur l'accompagnement et le soutien aux situations complexes pour l'ensemble des établissements et des référents sociaux. D'où ma présence ici, parce que c'est aussi important de pouvoir créer le partenariat avec la pédopsychiatrie, avec les psychologues dans ces situations-là. Je vais essayer de répondre vite fait aux plusieurs questions. La question de la formation professionnelle sur les jeunes en crise, je vais pas dire il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de formation miracle. Par contre, il y a peut-être des éléments, et c'est là où c'est intéressant d'être ici, c'est que certains professionnels de la protection de l'enfance basique aimeraient aussi être formés, tout au moins comprendre ce que c'est l'abandon, ce que c'est le j'ai mal à ma mère, quels sont les signes cliniques, parce qu'ils ont souvent des actions et des réponses qui sont inversement proportionnelles et qui créent et qui enveniment la crise plutôt que faire du bien. Ça, c'est la première réponse sur les formations. Et effectivement, sur les formations, pour avoir passé le master de direction de structure, il y a aussi des plans de formation, des emplois et des carrières et des compétences, où effectivement on peut mettre en place des formations pour les professionnels dans tout type de gestion, dans tout type d'accompagnement. Et pour la gestion de crise, je pense qu'il y a des formations type Omega canadienne qui apportent aux professionnels non pas des solutions spécifiques, mais des techniques, des petites choses à faire, notamment l'humour pour décontenancer la crise. Ça, c'est la première réponse. Et sur la question du loisir, le département du Nord, sur un établissement particulier public de protection de l'enfance, va être site pilote de l'internat de demain, c'est-à-dire avec les nouvelles conférences familiales vont amener les entraîneurs de foot, les profs de théâtre, les profs de musique, les professeurs à l'école, tous les jeunes qui choisiront des personnes de confiance en dehors des établissements de la protection de l'enfance seront amenés à venir travailler l'accompagnement du jeune, parce que c'est à ces personnes-là que les jeunes ont confiance et qui peuvent trouver du soutien, et que ces professionnels-là, en dehors de la protection de l'enfance, donc un entraîneur de foot, peut aussi conseiller les professionnels de la protection de l'enfance dans l'accompagnement et dans le bien-être du jeune. Voilà. C'est pour ça qu'en fait on a relevé le fait que faire intervenir certains jeunes, que ce soit dans le cadre de l'association ADEPAP par exemple, faire intervenir des jeunes sur des lieux de formation serait très intéressant, que ce soit pour les jeunes ou pour le professionnel, car le jeune pourrait apprendre la formation qui a été donnée au professionnel, et le professionnel pourrait apprendre sur certaines situations et sur comment nous comprendre en fait sur certaines situations, et ça pourrait tellement débloquer des possibilités et éviter plein de conflits en fait. Enzo voulait relever le fait qu'il n'y ait pas que le jeune, en fait, que la personne qui fait qu'il y ait des problèmes. Le lieu de vie peut être un problème, l'entourage peut être un problème, la situation que le jeune vit aussi peut être un problème. Selon le jeune, la situation a une hauteur de... Comment on pourrait dire ? À une hauteur de difficulté par rapport aux jeunes. Une situation complètement banale pour un jeune peut être difficile pour un autre. Et donc on parle de situation dans le placement, pas seulement de la séparation, dans le placement. Il reste une dizaine de minutes. Il y a beaucoup de demandes d'intervention. On ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde. On s'en excuse par avance. On a 2-3 prises de parole. Et puis je pense que ce sera important de vous permettre de conclure et de vous laisser la parole. Donc merci d'intervenir de manière assez succincte pour voilà, qu'on puisse parler le plus nombreux possible. Oui. Merci. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Fagot, je suis psychologue. Alors je vais venir répondre à une question que vous n'avez pas vraiment posée.
Mais je voulais un peu répondre à un point très délicat que vous avez soulevé dans votre témoignage, c'est-à-dire la question de la confidentialité, hein, quand vous dites que les éléments fuitent. Et je trouve que c'est très important d'en parler, ça touche même à l'éthique de la profession. Alors moi, je suis psychologue en PMI, donc je ne reçois pas d'enfants de l'aide sociale en enfance. Néanmoins, dans le cadre de l'entretien, il peut arriver que des choses graves soient révélées. Et qu'il me semble que, bien évidemment, il va falloir en avertir d'autres personnes. Mais ça ne se fait jamais sans que l'enfant soit averti. Et que je lui explique que c'est trop grave ou trop important, et qu'on ne peut pas rester tous les deux avec ce secret, et que donc on va en référer à d'autres. Donc ce que vous avez dit, c'est très grave finalement. C'est qu'en fait, on parlerait de vous sans vous dire qu'on parle de vous. Et quant à ça, je n'en suis pas du tout d'accord. Cela, c'est votre point de vue. Et voilà, c'est ça. Parce que c'est... Voilà. Oui, c'est important. C'est très important d'ailleurs. Parce que bien souvent, et c'est une triste réalité, mais les professionnels ne donnent pas toutes les informations aux jeunes. Et c'est vraiment très, très souvent. Ça arrive bien plus qu'on ne le pense, que ce soit les professionnels dans la protection de l'enfance ou que ce soit en psychiatrie. Parce que il y a plein de circonstances, même selon les problèmes qu'un jeune peut avoir. Si le jeune ne pense pas qu'il y ait nécessité d'en parler, mais que le professionnel pense qu'il y ait nécessité, il faut quand même trouver un point d'entente. Parce qu'il faut comprendre le point de vue du jeune, mais il faut aussi comprendre le point de vue du professionnel. Et c'est très dur. Je suis d'accord avec vous, si le jeune pense qu'il ne faut pas le révéler, ça se travaille en entretien entre le psychologue et le jeune, que chacun d'entre eux trouve un compromis. Mais on ne fait pas de révélation sans le dire. À mon sens, ça n'engage que moi. On entend beaucoup les psychologues, mais les psychiatres ne sont pas là, quoi. Hein. Alors, avant qu'un psychiatre ne prenne la parole, Nicolas Baron, directeur enfance-famille dans le 37. Donc, je voulais revenir sur la question des loisirs. En Indre-et-Loire, on a un projet qui s'appelle « Favoriser la réussite des enfants, la protection de l'enfance », qui est mené par une petite équipe projet. Et ils ont écouté et entendu des enfants dans différents entretiens. Et la question de l'accès à la culture, au sport, aux loisirs est revenue systématiquement. Donc, très certainement, on a un biais d'amélioration pour aider encore plus nos jeunes, parce que c'est une préoccupation importante pour eux. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à votre question, comment on améliore finalement les pratiques professionnelles, les dispositifs, les réponses. Je pense que vous êtes le meilleur exemple, c'est-à-dire qu'on doit encore plus faire l'exercice d'aujourd'hui, vous associer dans nos projets, dans nos modes de gouvernance, dans les ODPE, etc., pour que toutes les réponses et la construction de la politique publique de la protection de l'enfance se fassent encore plus avec vous. Donc là, vous avez été d'une pertinence extraordinaire. C'était à la fois percutant et émouvant, donc félicitations à vous et merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc moi je suis Morgane Bourdaccueil, je suis formatrice puéricultrice. Comment ? Pardon, je suis là. Voilà. On voit très mal d'ici. C'est bon. Oui, donc je disais, je suis puéricultrice formatrice en IFAP. Donc je forme des auxiliaires de puériculture. Et déjà, je voulais vous dire un grand merci. Ça ne se voit pas au loin, mais je suis un petit peu émue parce que tout ce que j'ai entendu, vraiment, ça m'a vraiment bouleversée. Parce que je trouve que c'est très juste, en fait, et que justement, on n'entend pas assez votre parole. Et voilà, déjà un grand merci par rapport à ça. Et moi, je voulais juste revenir sur la question que vous disiez par rapport au loisir. Et en fait, je rebondis un peu sur ce que j'ai pu entendre. Et finalement, ce qui est important, c'est de proposer quand je dis loisir, des activités qui puissent vraiment créer cette mixité-là. Moi, je parle un petit peu de ce qui est organisé dans mon établissement. J'ai un collègue professeur de PS, parce que je suis dans le bassin, dans le 93, et parfois il y a des situations qui peuvent être un petit peu compliquées. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'il propose des activités autant avec les jeunes qui sont suivis dans le 93, comme dans d'autres départements, etc. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui est enrichissant. Et finalement, quand on va du coup encadrer ces jeunes-là et les autres, en fait, finalement, on se prend autant une claque d'un côté et de l'autre, parce que
on apprend tous les jours avec vous, avec eux, et du coup, voilà, merci pour tout. Bonjour, donc je suis pédopsychiatre, donc je vais essayer de vous apporter, mais ce sera juste mon point de vue. Donc moi je suis Séverine Lejeune, je suis donc pédopsychiatre, j'ai travaillé 10 ans dans un CMP enfant et là je participe à la construction d'une équipe mobile ressources en pédopsychiatrie, donc à l'interface entre les services de pédopsychiatrie et les structures de protection de l'enfance. Je suis très sensible à ce que vous amenez sur la question du bien-être, parce que nous dans le projet, en tout cas on a mis le jeune au centre, avec tout le système des intervenants autour de lui. Et pour nous, la question du bien-être, elle est centrale et première. Sur la question des loisirs, du coup, ça m'amène une question qui est du côté du thérapeutique. C'est, pour moi, pratiquer un sport ou pratiquer un loisir dans lequel on se sent bien, on gagne en confiance en soi et on se sécurise dans son corps. Et pour moi, c'est en fait un des premiers maillons du soin. Sur la question du soin, effectivement, les médicaments, c'est une catastrophe en fait, parce qu'il n'y en a pas qui sont vraiment avec des bonnes indications. Ils ont des effets secondaires terribles, ils font prendre du poids, et puis, enfin, ça marche pas très bien, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est pas une réponse pour moi. Donc effectivement, on travaille sur des alternatives, mais on n'est pas tous formés sur des outils psychothérapiques et sur cette conscience de la clinique. Et donc c'est vrai que on a à grandir là-dessus sur cette question. Et puis sur la question de la relation, je voulais partager, du coup c'est l'occasion rapidement, une expérience de formation à Theraplay, qui est une thérapie basée sur la théorie de l'attachement. Et j'étais en formation avec des éducateurs, psychologues, donc il y avait tous les professionnels, corps professionnels, on pourrait dire représentés. Et on a vraiment mis au travail toutes les dimensions de la relation que vous avez pointées, que ce soit la structure, le cadre, la contenance, que ce soit l'engagement, parce qu'en fait, il s'agit de votre vie et vous avez besoin que les professionnels s'engagent et qu'ils pensent cet engagement qui est un engagement affectif et qui parfois dérange, mais il faut pouvoir le penser parce que c'est aussi ça qui est au cœur de la relation. Et parce que quand on a vécu un traumatisme dans une relation, il faut une bonne relation pour en guérir. Et puis il y a toute la question du nurture, en fait, c'est un mot anglais mais qui parle du nourrissage, mais un très grand, c'est très vaste, c'est pas juste l'alimentation, c'est aussi la question du toucher, de la sécurité dans le corps, et que ça, il faut le travailler parce que ça va pas de soi, et qu'il faut que le toucher soit clair, surtout quand on a été blessé à cet endroit-là. Et puis il y a la dimension du défi et du challenge, qu'on a travaillé dans cette formation, et que là, ça vient rejoindre la question des loisirs que vous avez posée, où effectivement, comment on peut relever des petits défis, des petits challenges, parce que du coup, on prend confiance en soi, et ça, c'est vraiment fondamental. Merci. On prend une dernière intervention, puis on vous relaissera la parole pour conclure si vous le souhaitez. Donc moi je suis le docteur Jean Chambry, je suis pédopsychiatre aussi, je suis président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Moi j'ai été vraiment touché par votre témoignage et je me disais ce qui était très intéressant, c'est que correspond tout à fait à ce qu'on a développé ce matin à travers différents propos sur l'idée que pour construire une relation d'aide, il faut commencer par avoir le sentiment d'avoir été compris. Et que effectivement la rencontre elle commence d'abord là, c'est-à-dire que l'adulte qui s'intéresse à vous puisse comprendre ce que vous ressentez, comment s'est construit ce ressenti, avant de tout de suite dire il faudrait ceci ou il faudrait cela, mais plutôt d'essayer de comprendre la logique qui existe en vous, parce que moi je crois que quelles que soient les manifestations qu'on présente, c'est pour la personne qui présente ces manifestations, c'est logique. Il y a une logique. C'est pas par hasard qu'il réagit comme ça. Peut-être que évidemment, quand on n'a pas connu les mêmes expériences, c'est une logique qu'on comprend pas. Alors on se dit c'est bizarre cette façon de réagir, et notre rôle, c'est vraiment justement d'essayer de comprendre cette logique et de prendre le temps, en tout cas de comprendre cette logique pour avoir un sentiment qu'on n'est pas un extraterrestre. Et que ce qu'on est en train de vivre, un autre aussi peut le comprendre, et que dans cette compréhension commune, on puisse après voir
comment on pourrait tenter d'induire du changement. Et le changement, c'est jamais facile. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance de pouvoir expliquer comment on va intervenir. Et c'est vrai que je suis aussi d'accord avec la collègue de dire que, en tout cas, moi, il m'est arrivé parfois de dire ça, il va falloir qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, en fait, ça te met en danger, en fait, de ne pas en parler. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Parfois, par exemple, je prends un exemple, un jeune qui dit, voilà, moi, je compte demain, je vais me jeter sous le métro. Voilà, c'est mon projet. Et ben, je lui dis, je pense que c'est important que là, il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Peut-être qu'il va falloir envisager une hospitalisation. Ah non, ça, je veux pas être hospitalisé. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire si tu veux pas être hospitalisé, mais tu comprends qu'on va pas t'accompagner pour que tu te jettes sous le métro? Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et je pense que ça, il faut prendre le temps de pas... faut pas avoir peur de parler de ces sujets. Et peut-être que parfois, quand on est professionnel, on a un peu peur de parler de ces sujets, qu'on est un peu en difficulté. Je voudrais quand même nuancer sur la question des médicaments qui seraient que mauvais. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Malheureusement, effectivement, parfois, les prescriptions médicamenteuses, elles sont mal faites, au sens que c'est trop facile, c'est une réponse trop facile, c'est-à-dire que ça vient remplacer quelque chose d'autre. Et là, ça, c'est un problème. Si on se dit, bon, allez, il fait chier, on lui met un truc, ça va le calmer, et puis voilà, bon, voilà. Mais parfois, moi, j'ai l'impression souvent dans ce que je fais, j'espère, oui, alors ces médicaments, comme aucune formation n'est magique. Parce qu'effectivement, chaque cas doit rester individuel dans son approche, parce que chacun est totalement différent. Il y a des points communs, mais à chaque fois on découvre des grandes différences. Mais effectivement, parfois le médicament, on mesure le plus, le moins. C'est vrai qu'il y a la question des effets secondaires. Parfois, il y a besoin d'un temps. Parfois, il y a besoin d'un temps plus long. Et ça peut quand même être quelque chose qui soulage, même si, évidemment, ce n'est pas la panacée et qu'on aimerait mieux proposer d'autres choses. Sur la question que vous avez soulevée de se former aux situations extrêmes, alors je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il ne faudrait pas partir sur l'idée qu'il existe une réponse la même pour tous sur la question des situations extrêmes, mais se former à la question de comment on se questionne dans une équipe sur les situations extrêmes, sur ce que l'on en fait après, ça me paraît très important. Donc il y a vraiment différentes façons de se former. Se former à l'idée qu'on va trouver une solution magique, malheureusement, si elles existaient, on les connaîtrait, il n'y en a pas. Mais de réfléchir dans une équipe, qu'est-ce qu'on a ressenti dans cette situation et de tout ce que vous avez évoqué, je pense que ça, c'est très important et c'est ce qui manque parfois, que ça soit en psychiatrie de l'enfant ou que ça soit dans nos institutions, d'avoir des temps de réflexion collective sur comment on vit ces événements et comment on pourrait faire mieux. Merci beaucoup. Je vais juste, avant qu'on termine et que vous puissiez dire un peu un dernier mot, je voulais juste rajouter deux choses. Alors la première, c'est que cette histoire du secret partagé, elle n'est pas que dans ce que les jeunes en disent, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui en parlent, elle n'est pas que dans des situations de risque. Elle peut être posée, y compris avec nos bonnes intentions professionnelles. Par exemple, quand ils en ont parlé, les jeunes du comité des jeunes, devant le comité technique de l'ODPE, il y a un directeur qui a répondu mais alors, la dernière fois, j'ai partagé un secret avec des éducateurs parce que je pensais que ce serait pour le bien de l'enfant, que ça allait pouvoir l'aider, ou je l'ai partagé avec d'autres jeunes pour qu'ils le soutiennent. Et en fait, vous me dites que ça peut être très négatif. Donc on peut avoir des très bonnes intentions, partager des informations comme on le fait très souvent dans nos pratiques, et on oublie. On pense que c'est pour le bien du jeune et on oublie qu'il faut passer par ce consentement dont il parle. Voilà. Parce qu'il y a des conséquences qu'on n'imagine même pas dans le quotidien. Voilà. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième, excusez-moi, je suis un peu puriste dans l'animation, mais là, pour moi, ce n'est pas un témoignage qu'ils viennent de faire. J'y tiens. Ils ont beaucoup travaillé. Ils travaillent depuis pas mal de temps. Ils travaillaient encore ce matin et on est arrivé en retard parce qu'ils retravaillaient leur texte. Donc voilà, je tenais juste à préciser ça. Pour conclure, du coup.
J'aimerais toujours appuyer, du coup, si je reviens sur Noélie, cette question qui évalue la nécessité, les besoins, quand cela concerne le jeune. Ça reprend ce que Noélie a dit, c'est une question qui est importante dans les discussions. Ce qui en découle, après cela, c'est qu'on peut voir qu'il y a un besoin de partenariat, que ce soit entre les professionnels, les institutions, mais aussi peut-être les jeunes de la protection de l'enfance ou les anciens, qui peuvent apporter des connaissances en plus aux professionnels. Aujourd'hui, le changement, il était avant, mais il est encore plus fort maintenant. Du coup, si vous voulez agir aujourd'hui, on peut le faire tous ensemble. Comme on dit, à plusieurs, on est plus fort et on avance un peu plus. Donc, soyons collectifs et travaillons ensemble. Un grand merci. Ah, pardon. Casie, tu voulais reprendre? Pardon. J'en tire une très bonne conclusion de cet après-midi. Ça nous apporte à nous comme à vous ces assemblées-là, parce que ça nous permet de vous montrer ce qu'on vit, et ça nous permet à nous aussi d'avoir votre point de vue et d'un peu mieux comprendre les choses et de se faire comprendre et de comprendre. C'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses, même si ça va prendre du temps et même si ça en prend encore. On ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir réellement bouger, mais c'est en travaillant tous ensemble, que ce soit jeunes ou professionnels, que les choses vont changer, qu'on va pouvoir faire réagir les gens extérieurs aussi, parce que les professionnels ont une vision des choses, les jeunes ont une vision différente et les gens extérieurs ont une autre vision encore de la protection de l'enfance. Donc c'est vrai que éclairer toute cette situation-là et expliquer qu'il y a des bons comme des mauvais moments, c'est important. Après, là, on travaille avec... là, on est un groupe de majeurs, mais il manque les mineurs. Hein. Un immense merci à vous trois. Et un immense merci Noélie pour ce travail d'animation. Alors, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer. On vous propose de ne pas faire de pause. Parce qu'au vu du nombre de valises qu'il y a dans le vestiaire, on imagine qu'il y a beaucoup de trains. Donc on vous propose de reprendre tout de suite sur la prochaine table ronde.